Merci à Hannes de me rejoindre. Hop, s'il te plaît, pardon. Voilà, donc je vais commencer par poser les questions. Alors, je m'exprime en français, maar u kunt uw vragen in het Nederlands stellen, or in English if you prefer. And Hannes is multilingual. Hannes, d'habitude, la première question que je pose, c'est un peu l'origine du projet. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, je poserais peut-être une autre question. C'est ce genre de film avec beaucoup d'archives. C'est aussi un travail à un moment donné de choix. Il faut choisir les images. Et quel était le corpus dont tu disposais pour faire le film? Est-ce qu'il y avait beaucoup de matière? Est-ce que tu as dû travailler beaucoup sur le choix des images? Comme j'avais expliqué au début, il y avait encore beaucoup plus de voix possibles. Il y avait aussi un archive au musée Dr Ghiselin à Gand, par exemple, concernant plutôt des patients psychiatriques qui m'intéressaient aussi très fort. Il y avait des plaques de verre plutôt éducationnelles, et le rapport de la projection ou le rapport du cinéma à l'éducation est quelque chose qui m'intéresse comme enseignant aussi. Mais à fur et à mesure, donc j'ai décidé que je me concentrerais sur l'archive ou les plaques de verre issues des archives coloniales. Et même là, il y avait un très grand corpus. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de regarder ces images et de manier les images. Le premier travail, c'était avec aussi d'autres historiens du projet dont je parlais au début, de numériser. Donc un travail très long et fastidieux. Je ne sais pas si... oui. Et donc... c'est pas que l'écriture du film ou le choix du corpus ou quelque chose est précédé la conception ou la composition du film même. C'est plutôt à fur et à mesure que je commençais à écrire avec les images, donc avec des archives. Donc je ne suis ni historien ni historien de cinéma, donc il y avait beaucoup d'endroits où je ne me sentais pas sûr de quoi je pouvais parler et comment je parlais. Donc c'était vraiment à travers des images et à travers cette première émotion que j'ai, ou plusieurs émotions que j'ai eues quand je voyais ces images, et cette connexion que je faisais avec l'autre archive que j'avais dans ma possession depuis longtemps. Et, oui. À quel moment tu fais le lien entre les deux? En manquant de l'image en mouvement. Okay. C'est très banal, mais donc je voulais utiliser ces images 8 mm que vous avez vues dans un autre film que j'ai fait, mon premier film, Un pays plus beau qu'avant, qui se concentrait sur la diaspora ici congolaise à Bruxelles, qui était dans un moment entre 2014 et 2016, dans une forte mobilisation contre Kabila qui essaie d'obtenir un troisième mandat à cette époque-là. Donc il y avait une forte mobilisation, et j'avais des amis qui étaient dans cette mobilisation. Et j'avais envie d'élargir ce film sur cet activisme et sur la survie économique de quelques gens que je suivais, d'élargir ça avec cette perspective de mon côté. Et, mais au final, dans un montage, on fait des choix rationnels, mais aussi parfois, quand on me demande pourquoi ce n'est plus là dans le film, je ne saurais pas vous dire. Donc, dans ce film, il n'y avait plus les 8 mm parce que je ne trouvais pas une bonne distance entre mon perspective à moi et ce que j'étais en train de filmer. Et donc, c'était toujours dans mes archives personnelles, ces images 8 mm. Et c'est venu d'une manière très clair que je voyais des choses dans ces images, où je me souvenais de ces images 8 mm quand je regardais ces plaques de verre avec certaines scènes, certaines manières de poser, certaines manières de représenter les gens colonisés. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez intuitive. Et
au fur et à mesure, c'est pas que le texte a été écrit d'abord, par exemple, donc je ne savais pas encore comment j'allais mettre en discours cette tension entre l'usage privé et l'usage politique de l'archive. Oui. Tu parles du texte, justement. Ce qui est assez frappant avec le film, c'est sa dimension poétique. Le texte est aussi très travaillé. C'était évident pour toi de le faire comme ça ? Non. Donc pas du tout. J'ai écrit des parties moi-même et je ne sais pas si vous avez pu le lire parce que ça allait assez vite. Donc le texte est aussi un collage, comme je vois le film. C'est un collage de citations mêlées avec des propres pensées, le but c'était d'avoir plusieurs voix et d'oser de travailler ou de travailler même plein dedans des questions que je ne pouvais pas résoudre avant vraiment composer le film. Donc j'avais décidé de faire des formes, de faire des textes, d'écrire, d'enregistrer des morceaux de voix off pendant que j'étais en train de monter. Et donc c'est comme ça que le film s'est écrit au fur et à mesure. Et oui, il y a des choses, il y a des versions avec très peu de voix, il y a des versions avec encore plus, des versions plus longues. Et oui. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, commentaires dans le public ? Oui. J'étais curieux de savoir si le film a été vu quelque part en Afrique. Oui, on a eu une vision à Ishango, à Goma, au Congo. Mais pour le moment, c'est la seule séance sur le continent africain. Oui. Oui. C'était assez. Je n'étais pas là, je n'ai pas voyagé je n'ai pas pu voyager, mais on a fait une conférence en vidéo. Désolé que je fais comme ça parce que vous êtes juste au-dessus. Je ne me souviens pas en détail, mais c'était assez positif et c'était surtout des questions sur la forme du film, moins que sur le discours ou des choses dont je m'avais préparé à faire parce que oui, j'avais envie d'expliquer ma position aussi, d'élucider des choses, des choix qui ne sont peut-être pas évidents. Mais les questions, c'était surtout sur la forme du film et sur l'appareil, donc plutôt sur des choses sur le cinéma, le pré-cinéma et tout ça. C'est ça que je me souviens de. Ça fait 2 ans. Question ici. Une seconde, il va. Le micro. Ça, tout le monde vous entend. Non, juste une réflexion. Je trouvais fort intéressant d'élargir le propos à la situation des travailleurs en Belgique à la même époque et de comprendre que finalement l'exploitation de l'homme par l'homme, elle était la même chez nous comme là-bas. Hein, je veux dire. Ouais, je dirais pas la même, mais je dirais que ça fait partie d'un ensemble d'exploitation, bien sûr. Et une autre question qu'on m'a été posée, c'était une comparaison pour genre dire ah oui, nous on a aussi souffert, donc c'est bon là. Hein. Donc, mais pour moi, de juxtaposer ces deux mondes, ces deux modes d'exploitation, c'est plutôt c'est pas comme il y a plusieurs modes de mettre deux choses différentes dans le même espace cinématographique que la comparaison. Il y a plusieurs styles de figures possibles à penser que 1 plus 1 et 1, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais ça appartient pour moi au même système d'exploitation. Oui. Et surtout quand on lit sur la Flandre en 19e siècle, c'est clairement les mêmes intérêts. Je pense. Oui, moi je me demandais vers la fin, vous parlez de fétichisme et de fantasme, et vous dites le photographié et le photographe ont le même fantasme qui est la photo. Je voulais savoir si vous pouviez un peu élaborer par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont quand même pas le même pouvoir sur la photo. Non. Donc un petit peu,
Juste si vous pouviez élaborer votre pensée par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord que c'est pas le même poids. Donc, justement, quand j'entrais, je voyais ça, je disais ah oui, mais on pourrait dire que oui, je dis que c'est une autre équivalence. Mais c'est une citation de Joseph Tonda que je n'ai à peine alterné, juste peut-être pour le prononcer un peu plus facilement. Mais c'est un passage de la souveraine moderne de Tonda. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était cette métaphore entre le colonialisme et l'appareil photographique, ou le procédé photographique. Et je pense que participer à la même mode de fétichisme, c'est possible de notre in another way, in another measure. Bien. Autre question. On voit dans le film, on est aussi à une époque où la science est, je dirais, une force motrice incroyable de civilisation, d'exploitation. On a quand même l'idée que la science est exploitée elle-même pour servir des intérêts qui sont des intérêts économiques, des intérêts civilisationnels. C'est quelque chose qui est très prégnant, je trouve, dans le film. C'était une volonté de le montrer. Oui, cette complicité de la science dans tout, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi aujourd'hui. Mais là, je pensais que oui, tout nouveau technologie, tout nouvel appareil est né dans un monde et utilisé dans un monde où il y a déjà des rapports de force existants. Donc on peut dire oui, mais on peut aussi l'utiliser comme arme de résistance. Techniquement, oui, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut avoir un autre pouvoir aussi pour pouvoir le faire, pour pouvoir utiliser, de dire que c'est juste un outil, que c'est neutre, ce n'est pas juste aussi, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut bien être utilisé comme un marteau pour bâtir ou pour détruire, mais c'est pas si simple que ça. Donc, oui, d'ailleurs, on voit que les images qui sont montrées dans le film, à une époque, elles ont servi à un but civilisationnel, évangélique. Enfin, on va lui mettre une connotation positive. Aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est un témoignage de choses qui ne sont plus à faire ou où on peut montrer tout le côté négatif de l'utilisation de cet appareil scientifique. Oui, je pense que au final, on peut maltraiter une image comment on veut. On peut le mettre dans un contexte quelconque. Donc, je suis très fasciné par comment les mêmes mots et les mêmes images puissent être utilisés dans un montage et finir avec un message ou quelque chose, un discours totalement différent. Aussi l'utilisation des images. Parfois, on a des documentations des images qui ont été utilisées, les mêmes images, pour les deux côtés d'un conflit, par exemple, pour les propagandes. Donc c'était quelque chose qui me frappait ici, parce que parfois il y avait des petits commentaires ou des petits addendas avec les collections de plaques de verre qui avaient un peu une moitié ou un petit bout du discours qui était tenu, parce que c'était toujours avec quelqu'un qui parlait, c'était pas avec juste les images, mais il y avait une sorte de spectacle ou une sorte de séance, un cours, quoi. Et donc, c'était juste clair pour moi que le contexte dans lequel X image est utilisée, c'est très important. Et donc, c'était ça un peu mon but avec ce film, de trouver les limites de cette réutilisation, de comment on peut réactiver une archive, et je ne sais pas. Oui, c'est tout. Questions, commentaires? Là-bas, Jérémy. Merci. Oui, en fait, j'ai deux questions. D'abord, il y avait la scène avec les festivités, un grand spectacle de danse.
et c'était projeté en accéléré. Et des fois, il n'y avait pas la musique. Et je me suis demandé si, pour un public européen, ça avait été fait comme ça, ou est-ce que c'était votre choix de montrer en accéléré les danses? Oui. Parfois, j'ai laissé les erreurs de numérisation, de traiter. Parfois, je travaille très intuitivement, malgré que je travaille très longuement, pendant longtemps. C'est quelque chose qui est resté dedans, que je n'ai pas pu ajuster. Parce que pendant la numérisation, parfois, il y a des erreurs et je n'ai pas corrigé. Pour la musique ou le son, c'était un choix du montage son qui m'a été proposé, du monteuse son, de vraiment couper et de vraiment essayer de trouver un rythme qui allait contre, qu'on pouvait rentrer dedans, mais aussi d'avoir ces deux positions, toujours d'être au milieu, dedans, d'être captivé par l'image et dehors en analysant l'image ou ayant un autre rapport aux images. Donc c'était un peu le but de changer de position comme spectateur ou comme moi, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des gens qui pensaient que c'était une erreur aussi de couper la musique. Donc c'est toujours un peu marrant de voir les réactions comme ça. Merci. Et donc, ma deuxième question porte à votre membre de famille qui n'a pas parlé. Et est-ce que c'était... Parce qu'il y avait la voix off, et si j'ai bien compris, c'était ses pensées, ses souvenirs. Est-ce que ça, c'était spontané? Comment ça se fait qu'on le voyait, mais on ne l'entendait pas? Oui. C'était pas vraiment un choix de le prendre sa voix ou quoi que ce soit, où il a assez parlé un peu, mais en même temps, il ne pouvait plus parler. Donc il avait fait une crise, je sais pas, et il avait une aphasie. Donc ce qu'il disait, c'était plutôt des choses très brèves, comme on peut entendre dans les vidéos, dans les VHS qu'il y a dans le film, que c'est juste des petits commentaires comme ça que je voulais garder. J'ai essayé de lui parler encore, de faire plus de matière pour avoir sa voix quand même. Mais c'était plus possible. Il préférait parler du tennis, quoi. Question là-bas et puis après ici. La suivante. Moi, j'ai été frappée par le choix des musiques qui accompagnent le montage, que je trouve très intéressant. Et je me demandais comment il avait été opéré et un peu pourquoi. Parce que personnellement, je ne vois pas vraiment le rapport. Je n'ai pas une réponse très mieux que j'ai déjà dit avant. Pour moi, il y a des musiques qui voyagent avec le processus du film, que je suis en train d'écouter, que je tombe amoureux de quelques passages et que je dis c'est un rythme ou un timbre ou quelque chose ou une couleur qui me fait rêver le film, ou qui me fait possible de penser le film. C'est quelque chose qui débloque, et parfois c'est quelque chose qui disparaît dans le montage, qui fonctionne comme échafaudage pour pouvoir travailler sur le sur le bâtiment, mais après quand le bâtiment est fini, on enlève l'échafaudage, mais parfois des parties de l'échafaudage restent partie du bâtiment. Je ne sais pas, il y a cette zone floue. Et avec celle-ci et Griset, ça fait longtemps que j'aime utiliser cette musique pour pouvoir faciliter cette écriture en montage, justement. Et là, c'est resté quelque chose qui je ne sais pas pourquoi, mais j'aime la répétition, cette notion de la musique spectrale. Non. Non. Une question ici. Oui, ma question portera davantage sur le corpus des images. Est-ce qu'il y avait une cohérence dans les fonds que vous avez trouvés? Parce que on a vu un petit peu les sources. Bon, il y a le CADOC, le FOMU. Et est-ce que vous avez pu éventuellement retracer la diffusion de ces corpus
par rapport à, enfin, avant leur entrée dans les collections de ces musées? Parce que bon, c'est aussi intéressant de savoir comment ça a été diffusé avant. Là, je ne sais pas les détails, mais comme j'avais dit avant, je travaillais pas seul sur la recherche, donc il y avait beaucoup d'historiens, trois gens qui étaient aussi en train de travailler sur le même grand corpus dont je parlais. Et donc c'est plutôt eux qui se sont occupés de la bonne méthode scientifique. Moi, j'ai pu jouer. J'ai pu prendre une autre perspective, un peu plus radicale que cette méthodologie. Donc, je maniais les images et j'aidais aussi à les numériser et les cataloguer. Au CADOC, par exemple, il y a beaucoup de la bonne presse, par exemple, à Paris. Donc, il y a beaucoup de reproductions, beaucoup de choses qui sont doublées. Mais il y a aussi des images de Amsab à Gand, c'est l'archive socialiste pour les images en Belgique. Et là, c'était vraiment des cercles socialistes, quoi. C'était vraiment utilisé dans les meetings politiques, vraiment dans la propagande politique. Mais je ne saurais pas vous dire la provenance de tous mes jeux. Oui. C'est pas tellement la provenance, c'est plus savoir si par rapport à ces corpus, on sait comment ils ont été exploités. Parce que bon, vous pouvez avoir des images très disparates, mais vous pouvez avoir aussi des collections. Et ici, par exemple, on voit des collections qui sont annotées toujours de la même manière, avec la même écriture. Oui. Donc elles doivent venir effectivement d'un même fond ou d'un même laboratoire, par exemple. Et à partir de là, à partir du laboratoire, on peut savoir où elle a été exploitée éventuellement. Les choses que j'ai gardées avec l'écriture, ça provient à peu près le même. C'est plutôt le faux mou avec leur collection. Et ce sont des plaques aussi issues du militaire belge, qui ont été pris par des soldats, qui ont été pris en mission, qui ont été collectionnés. Mais je ne sais pas comment ils étaient utilisés partout dans les séances. Dans les cercles différents, dans les différents Säulen, je ne sais pas comment dire ça en français, les socialistes libéraux, les catholiques. Comment ? Les piliers, oui, c'est ça. Et donc, il y a des milliers d'associations qui sont associées à ça, donc ça voyageait là-dedans, je pense, et j'ai cherché pendant un temps un peu plus sur l'histoire même de la projection de Lanterne Magique, et dans les journaux, on trouve des petits annonces. C'est ça, oui. Et donc on peut croire que c'est plutôt les mêmes images aussi qui ont été montrées, souvent. D'autres questions, commentaires ? J'avais peut-être une question par rapport aux dernières images qu'on voit, ces images stéréoscopiques. C'est quoi ces images ? Ce sont des images stéréo que je trouvais pendant les recherches aussi, qui étaient éparpillées parmi les autres archives qui étaient un peu Fremdkörper dans le corpus total, et qui me fascinait, et que j'adore le travail de Ken Jacobs, et donc j'ai volé son technique de alterner rapidement les stéréos. Ça marche comment en fait ? C'est très simple, on met les deux images sur les uns les autres et on les alterne un frame par frame ou deux, ou comme tu veux, et ça donne l'illusion très brève d'une profondeur. Oui. Plus de questions ? Plus de remarques ? Je pense qu'on peut arrêter ici. Merci Hannes. Merci à vous. Merci à vous d'être restés.